le sujet que j'ai voulu aborder aujourd'hui, c'est comment on peut transformer une vraie passion individuelle en une vraie entreprise. Donc, d'abord, je vais me présenter pour les gens qui me connaissent pas. Donc, je suis Mickaël Chalet, je suis dans le monde du SEO. Donc, j'ai dit 20 ans tout à l'heure, me suis planté, ça fait 21 ans. Je suis fondateur de la société Top 10 Stratégie, qui est aujourd'hui composée de 11 personnes, basées à Lyon essentiellement. Même si moi, désormais, j'ai quitté Lyon depuis quasiment 2 ans et j'y suis que 2 journées par semaine. Le reste du temps, pardon, je suis en Auvergne. J'ai fondé un service qui s'appelle Cali Content et je vous présenterai un petit peu tout à l'heure. Et puis, je suis un ex-membre du CA du SEO Camp, notamment avec Elliot, où de mémoire, j'ai fait 3 années. Pour vous faire juste un petit retour parce que donc le sujet c'est de savoir comment je suis passé tout seul à une vraie agence derrière avec plusieurs personnes. Donc j'ai commencé jeune en 2003. Notamment, j'évoquais tout à l'heure l'Auvergne au sein d'une agence qui était à l'époque la numéro 1 qui s'appelle Brioude Internet Référencement, donc qui est basé à Brioude en Auvergne. Je suis natif de Brioude. Et donc, je suis arrivé en 2003 dans cette agence en sortant d'un DUT informaticien de gestion. On m'a présenté le référencement, alors qui n'était pas du tout le même référencement qu'aujourd'hui, certes, mais j'ai attaqué au sein de cette agence. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir collaborer avec de très grands comptes. J'en ai cité quelques-uns. Mais même à l'époque, déjà, déjà des missions intéressantes, notamment dès lors où on bossait pour ce type de projet. Je faisais pas mal d'accompagnement stratégique, justement pour ces grands comptes et forcément, dès le départ, dès qu'on commence à bosser avec des énormes sites marchands et e-commerce au début des années 2000, et pour que je sois hyper à l'aise avec ça, c'est que j'avais vraiment cette sensibilité avec le e-commerce. Alors, je vais pas vous revenir non plus sur mes études, mais j'avais travaillé justement aussi dans la partie commerce, donc j'étais assez sensible avec cette partie-là déjà avant même d'arriver sur le web. Et il y a un mot qui revenait en permanence à partir du moment où vous travaillez avec des grands comptes, c'est le mot conseil. Euh, mais quand on est au sein d'une agence et une grosse agence et qui se développe, forcément, vous n'êtes pas totalement libre. C'est-à-dire que vous vendez un certain nombre de jours et vous pouvez pas en consommer plus que ce que vous avez vendu. En tout cas, c'était pas les consignes, quoi. Les consignes qu'on nous donnait, c'était de nous dire à l'époque, un jour vendu, c'est un jour produit et c'est pas 2 jours. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser un petit peu des questions en me disant, je sais ce que je veux faire, je sais avec qui je veux travailler, mais je veux être plutôt libre de manière à pouvoir aller plus loin dans ce que je voulais proposer. Donc je me suis mis tout seul au départ. Donc forcément, pourquoi quand j'ai attaqué et de me dire je vais partir d'une agence et je vais me mettre tout seul, mon idée était déjà en fait de partager mon expertise sans limite pardon, et sans contrainte auprès de différents clients. Je voulais vraiment essayer de rendre ce contact un petit peu plus humain avec un accompagnement sur mesure. Mais malgré tout, quand on se lance, on rencontre un certain nombre d'obstacles et il y a certaines questions qu'on peut se poser en amont qui nous empêchent, entre guillemets, de switcher et de travailler pour soi. La première étape, c'était de trouver des clients. On se dit comment je vais faire. Est-ce que j'ai pas suffisamment de notoriété, donc il va falloir éventuellement assister à différents événements, commencer un petit peu à faire différentes interventions, être capable de gérer son temps parce que mine de rien, on essaye les journées font que 24 heures et c'est la question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir si on va réussir à tout faire. Être capable de savoir se vendre au bon prix, parce que ça aussi c'est une question qui revient tout le temps, alors
à laquelle aujourd'hui, moi, j'ai répondu, mais au tout début, c'est vrai, et puis notamment, il faut ramener ça en 2008, hein, donc ça fait plus de 15 ans. C'était de se dire, est-ce que aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai associé ça avec combattre le syndrome de l'imposteur qui revient généralement fréquemment chez les SEO, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, je peux me vendre X euros et est-ce que je suis légitime pour me vendre à ce prix-là? Donc ça, c'était un petit peu les premières questions que j'ai pu me poser. Et puis derrière, je me suis dit, OK, une fois que ça a commencé à démarrer, c'est de dire la question de base qu'on se pose, c'est comment on fait pour passer de 1 à 2 et pas se tromper. En l'occurrence, de notre côté, au départ, on a aussi commis des erreurs. C'était dans mon idée, c'était de me dire: «Bon, il faut que je trouve un profil qui soit déjà compatible avec le mien». C'est-à-dire, quelqu'un qui, fait preuve de curiosité, qui, soit capable de prendre des initiatives et quand on essaye de passer de 1 à 2, on se concentre plutôt sur des profils plutôt jeunes, qui vont pas nous coûter, très cher. Et puis moi, étant donné que j'ai vraiment ce côté pédago, j'ai pu être intervenant auprès de certaines écoles. Donc j'étais plutôt orienté vers de l'alternance en mode quelqu'un, je préfère avoir un profil qui connaisse pas beaucoup le sujet, mais que je puisse le faire grandir à mes côtés. Et donc on était plutôt sur des profils alternants ou stagiaires. Avoir le sens du partage, forcément. Être capable de savoir déléguer, et ça, c'est jamais évident et ça nous a pris, quoi. Ça m'a pris beaucoup de temps à être capable de me dire non, en fait, il faut faire faire. Si tu veux aussi que cette personne monte en compétence, tu peux pas lui donner uniquement les petites tâches, il faut que tu le fasses grandir. Investir dans des formations externes, donc ça, il y en a pas mal. Alors aujourd'hui, ça va dépendre le niveau. Le SEO Camp est un bon moyen aussi d'apprendre, puisqu'il y a généralement des très bons intervenants. Et donc, j'ai aussi fait ce choix-là il y a quelques années, d'assister à des événements, sortir un peu de ma grotte. C'est ça aussi qui m'a permis aussi de pouvoir grandir. Et puis, il y a un élément qui n'est pas donné à tout le monde, c'est qu'il faut savoir manager. À partir du moment où on commence ça peut paraître simple, mais en fait, ça ne l'est pas, et notamment quand on commence à avoir un petit peu de monde. C'est pas, on peut le devenir, hein, on n'est pas né manager, on peut le devenir, mais il faut être capable quand même d'être à l'écoute et de pouvoir prendre même des critiques parfois de votre équipe, parce que voilà, on a la chance d'avoir généralement plusieurs cerveaux quand on bosse avec des gens, et être capable d'écouter et de pouvoir grandir aussi. Et puis moi, ma vraie erreur principale que j'ai eue au tout début, au lancement de ma boîte, qui aurait pu vraiment nous coûter très très cher, c'est qu'on a recruté un commercial et la cible que l'on visait était pas la bonne. C'est-à-dire que par rapport à la cible qu'on visait, le profil d'un commercial qui était plutôt formaté en mode pur commerce, il avait du mal à nous vendre chez des clients que l'on visait, et à l'inverse, il avait beaucoup de facilité à nous vendre chez des clients qui n'étaient pas forcément très matures. Et, euh, et ça aussi, c'est une erreur où il faut être capable de bien savoir s'entourer de clients, parce que pour la simple et bonne raison que vous pouvez vous retrouver avec des mauvais payeurs, avec des clients qui sont pas matures, qui vont vous prendre énormément de temps et qui vont pas vous rapporter beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un petit peu la petite présentation rapidement de comment j'ai réussi à passer de 1 à 2. Et puis, avec le temps, je me suis dit, bah, on va essayer de se spécialiser pour essayer vraiment d'être encore plus compétent dans notre milieu. Et notre choix, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on fasse un choix parce que et le choix naturel qui venait était le e-commerce. Plein de raisons. La première, et je vous parle de ça encore une fois, il faut ramener ça en 2010, c'était beaucoup plus simple pour un e-commerçant d'être capable de montrer ce qu'on rapportait, notamment à l'époque où on avait la possibilité de connaître exactement quels étaient les mots-clés qui convertissaient. Et donc le client arrivait facilement en disant, OK, quand je dépense 1 euro chez eux, je sais combien ça me rapporte.
À l'époque, on n'avait pas besoin, en tout cas, on n'avait pas besoin de faire autant de Google Ads pour connaître les mots-clés héroïstes parce que justement, on n'avait pas de note provided. En 2010, il y avait quand même moins d'efforts à faire. On pouvait se permettre de faire un peu des petits contenus, de faire un peu du lien un peu agressif, notamment avec les sites, les ex-sites de communiqués de presse, mais communiqués de presse à la SEO. Et puis, la concurrence était quand même moins forte il y a 15 ans, 13-14 ans. Forcément, le SEO était un métier qui était en train de se développer, mais il y avait quand même beaucoup plus de place. Et puis, au bout d'un moment, ben, on a été frappé par différents éléments. Il a fallu qu'on s'adapte. Le not provided. Donc ça a été ça a été un gros chamboulement dans la communauté, notamment dans le milieu du e-commerce. Et puis, on a été frappé par les différents algos et notamment les deux plus marquants, Panda et Penguin. Donc on s'est dit, ok, il y a le métier est en train de switcher. Nous, on a envie de grossir, de grandir, et bah, il y a un mot fort qui revient, qui est l'industrialisation. Donc il a fallu qu'on réussisse à mettre en place un certain nombre de process pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Sur le volet SEO, on a travaillé donc justement sur des différents process, et notamment dans le monde du e-commerce, avec on s'est établi un certain nombre de checklists où on sait que ben, dès qu'on a un nouveau client, voilà déjà les points essentiels qu'on doit être capable de pouvoir aller checker. Donc, quelqu'un qui arrive chez nous aujourd'hui, qui rentre au sein de l'entreprise, dès qu'il arrive, si, alors forcément il y a un temps de formation, mais dès qu'il arrive, il peut être autonome sur un certain nombre de points parce qu'on a travaillé justement sur un certain nombre de matrices qui nous permettent de savoir exactement les différents éléments qu'on doit aller checker. Donc, que ce soit comment on fait pour aller checker les éléments essentiels techniques, comment on fait une vraie analyse sémantique. Si on recrute un rédacteur, bah, les différents structures éditoriales que l'on vise, les différents outils que l'on a l'habitude de travailler, quels sont nos process pour aller checker une concurrence et de rentrer vraiment dans le concret, etc., etc. Donc, on a travaillé sur un certain nombre de process et on a mis en place différents outils maison avec des connecteurs, notamment par exemple sur la partie Looker Studio, où derrière on a tout plugué sur un Looker Studio, ce qui nous permet pour chacun de nos clients d'avoir un reporting. Alors on pourrait se dire, on va être sur des éléments assez impersonnels, parce que ça reste des éléments, certes, ça reste des éléments liés au site web, mais en même temps, quelle est notre valeur ajoutée? C'est justement l'idée, c'était de dire, on va essayer de travailler sur un document qui nous permet de récolter un maximum d'informations de manière à ce qu'on puisse avoir plus de temps pour regarder un peu plus dans le concret et pas perdre de temps à aller préparer des rapports à la mano. Donc typiquement, c'est un Looker Studio qui est connecté avec MonitorRank, avec qui nous on travaille depuis de très nombreuses années. On a automatisé la partie Screaming Frog, donc alors j'aurai pas le temps on n'aura pas le temps de tout détailler, mais vous verrez à la fin, j'ai quelques cadeaux pour les participants. Notamment récupérer toutes les datas, par exemple, de Screaming Frog automatiquement avec un spreadsheet qui est connecté directement, qui va lancer le crawl comme il faut et récupérer les datas. Typiquement, connecté avec la Search Console pour les keywords, donc ça nous permet de savoir comment se comporte le site web. Et de manière très simple, on a réussi à... Alors pour ça, il faut quand même un compte SEMrush, mais on a réussi à créer exactement les histogrammes directement d'SEMrush dans un Looker Studio, ce qui permet de la même manière, voilà, le client, à chaque fois qu'il refresh le Looker Studio, c'est un Looker Studio qu'on peut lui partager. Lui, il n'a pas besoin d'avoir un compte et lui peut accéder directement à ces éléments. Alors là, j'ai synthétisé un petit peu ces éléments-là, mais il y a toute la partie backlink, par exemple, aussi qu'on a automatisé, qu'on récupère, etc., etc. Mais tout ça pour dire que à partir du moment où on voulait essayer de monter en charge, il fallait impérativement qu'on arrive à se structurer avec des petits outils maison ou des petits connecteurs ou des Looker Studio bien automatisés.
Au niveau du pôle éditorial, parce que j'aurais peut-être dû attaquer par là. Donc, comme je l'expliquais rapidement en amont, donc aujourd'hui, on est 11 personnes au sein de l'agence, segmentées en différents pôles. Au niveau pôle éditorial, il a fallu qu'on prenne un virage aussi de la même manière, parce que le contenu a bougé, notamment ces dernières années. Nos clients avaient des besoins différents. Et donc, de plus en plus, on a décidé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, de créer un service qui s'appelle Cali Content, qui était ni plus ni moins un service qui est rattaché à Top 10, qui nous permettait d'essayer de proposer des missions un petit peu différentes que du simple contenu, une succession de mots. Donc, on a la chance aujourd'hui de travailler pour des grandes marques, et notamment, on leur a généré des guides d'achat bien spécifiques, bien travaillés au niveau marketing, et en même temps de mettre au milieu le contenu SEO qui va bien, notamment des fiches produits. Donc, j'ai vu ce matin des conférences, et notamment sur toute la partie IA. Et ce que je disais, c'est que je suis pas du tout anti-IA. Aujourd'hui, non, on l'utilise pas pour nos clients, mais on peut comprendre que des petits commerçants qui se lancent fassent appel à de l'IA pour de la rédaction de fiches produits. On a de plus en plus de clients pour lesquels aujourd'hui on fait des articles de blog, et je pourrais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, typiquement, on fait aussi pour certains de nos clients, une rédactrice ou un rédacteur de chez nous part interviewer le patron d'une boîte, va noter toutes les informations, et puis on va proposer carrément une page pour mettre en avant la marque de nos clients. J'ai, je vous ai mis quelques exemples. Hop, voilà. Donc là, typiquement, c'est un client pour lequel on est allé faire une interview. Donc c'est un site de vente en ligne de croquettes. On a une personne de chez nous qui est partie l'interviewer, le fondateur, et qui a fait vraiment une page. On est plutôt en storytelling. Donc on a su aussi s'adapter, d'être capable de proposer en fait du contenu, on va dire plus qualitatif, plus professionnel que du simple contenu qu'on avait l'habitude de faire auparavant, parce que ça suffisait et parce que les gens étaient beaucoup moins regardants qu'aujourd'hui. Quand je dis les gens, c'est les internautes, bien évidemment. De la même manière, aujourd'hui, on propose, typiquement, on a proposé pour ce client des fiches races sur les chiens et chats, où là, il y a une vraie réflexion derrière, une vraie recherche approfondie, une mise en forme. Donc voilà, donc on n'est pas là simplement pour proposer une petite page de contenu, ça reste du contenu plutôt qualitatif, plutôt pro. Voilà. Donc sur le volet content, il a fallu qu'on switch, donc ce que l'on a fait. Et puis typiquement en termes d'industrialisation, étant donné que notre société est composée de plusieurs personnes et différents pôles, mais qui peuvent travailler sur un client en commun. De la même manière, typiquement, on a mis en place un Looker Studio qui facilite le travail des rédacteurs pour le maillage. Je vois que il m'en manque un bout, ça a dû se superposer. Donc typiquement, on est une rédactrice de chez nous vient dans ce Looker Studio, est en train de faire un article sur un sujet, va taper un mot-clé dans ce Looker Studio, ça va lui dire quelle est la page qui rank sur ce mot-clé et celle qui a le plus de potentiel, et automatiquement, quand elle va faire le maillage, elle va pouvoir mailler directement la bonne page, et ça nous permet à la fois d'être plus efficace. Ça évite malgré tout un petit peu la cannibalisation de certaines pages, parce que parfois on s'aperçoit que ça nous permet pas d'avoir parfois on voit que les pages linkées n'étaient pas forcément les bonnes. Donc on a mis en place ce système-là, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace et de gagner du temps. Et puis on a mis en place, donc il en manque un petit bout, typiquement un Google Form pour des clients pour lesquels on a l'habitude de faire de la rédaction, où là derrière ils ont un certain nombre de questions à répondre, de manière à ce que notre pôle rédac reçoit directement les informations et peut structurer
les contenus. Au niveau netlinking, donc on a un pôle aussi netlinking et là de la même manière, il a fallu qu'on devienne un petit peu autonome et notamment maîtriser nos liens par rapport aux différentes mages qu'il y avait pu avoir. Donc aujourd'hui, nous on est propriétaire à peu près de 1200 sites et de la même manière, bah, monter un site à la mano, c'était un petit peu compliqué. Donc on s'est développé un outil maison alors pas celui-là, hop, un outil maison qui nous permet de monter des sites rapidement pour pouvoir travailler tous les aspects de notoriété, être capable de maîtriser nos liens avec la particularité de pouvoir le segmenter par thématique. On récupère toutes les données. En fait, on a ni plus ni moins un outil un peu un CMS custom, mais qui nous permet de tout structurer. Donc, on a la possibilité de faire des liens facilement pour nos clients. On a la possibilité facilement de remonter des réseaux pour des clients dans des thématiques diverses et variées. Donc, voilà, donc, tout ça, c'est un travail qui nous a pris plusieurs années à mettre en place. Mais aujourd'hui, comme je le disais, on est propriétaire de quasiment 1200 sites. De la même manière, pour trouver du petit lien, il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui existent et qui permettent d'aller monter, du coup, à récupérer du site expiré. Ben, nous, on a développé un outil depuis maintenant, moi je dirais 4-5 ans, qui s'appelle Domain Checker, qui est vraiment un outil maison qui nous permet d'aller trouver des domaines expirés dans des thématiques. J'avais prévu de vous faire un petit exemple. Donc, si par exemple, je pars sur un pneu, donc la première fonctionnalité de cet outil, c'est quand je vais commencer à taper pneu, il va aller interroger SEMrush et il va aller me récupérer un certain nombre de mots-clés liés à l'univers de pneu. Je peux aussi aller lui demander d'aller me récupérer les Google Suggest et je vais lui prendre juste quelques mots-clés. Non. Et donc là, il va partir. Le scénario en fait de cet outil, je vais vous prendre un exemple. Hop, voilà, je fais des cadeaux en fait. Je vais vous prendre un exemple ici. Donc c'est un outil qui va aller récupérer des domaines expirés à 3 endroits différents. Le premier, Majestic. Donc il va aller taper dans le moteur de recherche de Majestic tous les mots-clés que j'ai sélectionnés. Il va aller me récupérer les données, il va aller me voir, me lister tous les domaines qui sont disponibles et il va me récupérer toutes les métriques. Je vais taper dans la web archive et puis je vais aussi taper sur SEMrush. Donc si je devais le faire à la mano, en fait, je prends, hop. Donc si je tape par exemple monde connecté, voilà. Donc notre outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le top 100 ici sur un mot-clé donné, mais surtout, quand on passe par l'API, il va remonter dans le temps. Et l'idée, c'est qu'il aille nous chercher des domaines expirés qui se positionnaient sur les mots-clés pour vraiment qu'on retrouve du mot-clé bien spécifique. Il va faire ça, il va aller sur Majestic, comme je le disais, et puis ensuite, il va aller sur Web Archive, et de la même manière, il va aller taper le mot-clé, et il va aller récupérer, bon là en l'occurrence on n'a pas beaucoup, il va aller récupérer toutes ces URL-là, et l'outil est capable par la suite d'aller regarder si de nous lister uniquement les domaines qui sont disponibles. Une fois qu'on a le domaine, on peut aller regarder plus en détail, on peut aller directement l'acheter, et on le monte sur l'outil que je vous montrais ici, sur notre outil. On a à peu près 150 IP, on a 150 IP aujourd'hui. Donc derrière, on achète le domaine et puis derrière, on va le monter. Donc tout ça, en fait, il a fallu qu'on structure. Ça nous a pris du temps, ça nous a pris de l'argent, forcément, de l'énergie. Ça n'a pas marché. Il a fallu l'adapter systématiquement. Et aujourd'hui, ça nous permet, pareil, de la même manière, au lieu d'aller à la mano chercher un domaine expiré, bah, on s'est entouré, et c'est pour ça que je parlais de l'industrialisation, bah, c'est qu'aujourd'hui, ça nous a permis
de pouvoir être beaucoup plus efficace. De toute façon, c'est simple. J'estime aujourd'hui qu'on est 11 au sein de la société et que si on n'avait pas les outils que l'on avait en interne, il nous faudrait au minimum 3, 4 personnes de plus. Donc économiquement parlant, ça valait quand même le coup de faire ces investissements. Euh, de la même manière, donc là on était vraiment plutôt côté prod. Ce que l'on a aussi voulu mettre en avant, c'est de gagner du temps sur la performance. Donc aujourd'hui, typiquement, étape numéro un, c'était d'être capable d'avoir un outil central où on a un peu tous nos projets et qui nous permettent de voir le comportement de nos clients. Donc, on a développé un outil maison qui est connecté avec l'API de Monitorank, qui nous permet tous les matins d'avoir un suivi avec l'évolution par projet, avec ici le logo de chaque site, ce qui nous permet de voir un petit peu donc avec une segmentation par typologie de mots-clés. Là, en l'occurrence, ça serait race de chien, race de chat, etc. Quoi, croquette plus race de chien, etc., etc. Ce qui permet en fait pour nous de savoir un peu l'indice de visibilité. C'est notre propre indice de visibilité qu'on va calculer et qui nous permet de nous dire, OK, on est plutôt bon sur cette partie sémantique-là, on l'est moins sur cette partie-là. De la même manière, j'évoquais tout à l'heure la partie Not Provided et notamment j'évoquais aussi, en tout cas je ne l'ai pas évoqué, mais je vais l'évoquer maintenant, toute la partie RGPD. Aujourd'hui, on avait besoin d'avoir des données fiables. Donc nous, on n'utilise plus du tout GA4. En l'occurrence, c'est plus notre outil de base sur lequel on se base. On utilise un outil qui s'appelle Plausible, qui est un outil de statistique qui est développé par 2 Estoniens. L'avantage, c'est que les données sont pas revendues, donc on capte vraiment 100% des visiteurs et on a développé un plugin en interne puisque la plupart de nos clients sont sur PrestaShop, ce qui nous permet, avec les différentes API, d'aller récupérer de la data. Et donc, on a vraiment la vue tunnel qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, alors on n'a pas la nature du mot-clé qui convertit comme on pouvait l'avoir, mais mine de rien, on arrive quand même à savoir ce que le pôle SEO rapporte à nos clients. Et d'un point de vue commercial, c'est quand même plus simple d'avoir des éléments assez précis. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a un outil en interne qui nous permet de connaître le nombre de visiteurs, les différentes, alors j'ai pas tout mis, mais les différentes sources de trafic et d'avoir le tunnel avec le nombre de visites qu'on a, le nombre de produits qui ont été vus. On a une segmentation par typologie de produits pour voir si c'est des produits liés si c'est des croquettes, si c'est de la litière, si c'est etc., etc. Donc on a vraiment un tunnel segmenté par typologie de produit. Donc ça, de la même manière, c'est un outil custom qu'on s'est fait développer, qui nous a pris du temps. Mais on était, encore une fois, il était obligatoire pour qu'on puisse continuer d'évoluer, de se structurer. Donc forcément, tout ce que je vous montre aujourd'hui, les différents outils que je vous présente aujourd'hui, quand on est tout seul dans sa grotte, c'est pas forcément évident. C'est aussi pour vous donner des perspectives d'évolution, que vous puissiez vous dire que bah voilà, il y a petit à petit, en fait, il y a 10 ans de ça, on n'avait pas tout ça en notre possession, donc il a fallu du temps et de l'énergie, mais au bout d'un moment, ça finit par se mettre en place. Donc on était sur le pôle performance et puis sachez que c'est un peu le sujet de tendance. On s'est dit de la même manière, ouais mais pourquoi aujourd'hui on a des clients, on a la chance d'avoir des clients avec qui on travaille depuis de nombreuses années, mais en même temps, alors on n'a pas envie de se mettre pour autant dans le e-commerce, mais on s'est dit pourquoi pas nous. Aujourd'hui on a quand même toutes les ressources en interne, que ce soit technique, édito, en matière de backlink, je le montrais tout à l'heure. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas se créer un peu notre propre pôle édition au sein de l'agence? Et donc, depuis un peu plus d'un an, on a décidé de se mettre là-dessus. Alors, notre stratégie, elle a été plutôt basique, mais on n'a pas voulu partir dans la masse. On a voulu essayer de se focaliser sur quelques thématiques. Et puis, on s'est dit, on va essayer d'exploiter un petit peu, comme tout le monde le fait, les différentes sources de trafic qui peuvent permettre à un site de décoller, notamment Discover. Donc aujourd'hui, on a des personnes, on a 3 personnes au sein de notre équipe qui commencent maintenant
à faire partie de ce pôle édition. De la même manière, on en revient toujours pareil au suivi et de la performance. Alors oui, facilement, on va avoir parce qu'on essaye d'être assez carré dans ce que l'on essaie de mettre en place. Et de la même manière, on s'est dit, OK, bon, on fait des sites, on les lance, on les fait grimper, on fait du trafic. Mais derrière, ce qu'on veut être capable, c'est mesurer aussi, toujours pareil, la performance de nos actions. Et donc, typiquement, on s'est dit, bah tiens, on voudrait essayer d'avoir un outil qui nous permette de mesurer notre présence dans Discover. Donc, typiquement, pareil, on a monté un Looker Studio, on a développé un petit bout de code qui nous permet tous les jours d'aller à J+1, tous les jours de récupérer les datas directement de Discover, mais surtout qui nous permet de savoir, alors là, je peux pas vous le montrer comme ça parce qu'en plus, il y a des sites un petit peu confidentiels pour certains, mais ici, vous avez la possibilité de voir le nombre d'articles qu'on poste et le nombre d'articles qui rentrent dans Discover, ce qui nous permet aussi de mesurer la performance dans le temps. Normalement, en dessous, vous avez les articles qui ne sont pas rentrés dans Discover, ce qui nous permet éventuellement de les retravailler. Donc voilà, donc toujours pareil, toujours insister sur le côté performance. Dès qu'on fait une action, on mesure pour voir si elle rapporte quelque chose. Si elle rapporte quelque chose, tant mieux, on continue d'aller dans ce sens-là. Si ça marche pas, on essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et on change un petit peu. Et donc ça, c'est un peu les différents éléments que l'on a développés pour nous-mêmes. De la même manière, vu qu'on veut faire un peu d'édition, on va essayer de regarder ce que font les autres. Donc, on s'est développé un outil qui, lui, va nous récupérer tous les sujets qui nous intéressent, va les thématiser avec de l'IA. Donc, il prend en compte le flux RSS d'un site web, il va il va lire le contenu et l'IA va thématiser et va nous donner l'indication sur la thématique de l'article, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de la même manière un suivi sur ce que font les concurrents, à quelle hauteur ils publient. Voilà, donc on a de la même manière développé des petits outils internes qui nous permettent d'être un peu plus regardant, un peu plus carré sur ce qui est mis en place par les autres. Alors, je pense que je suis allé hyper vite, hein, mais quoi non, quoi. Ceci dit, il est 35, ouais. Après, s'il y a des questions. On prendra peut-être après avec Elliot, on prendra peut-être quelques questions. Pour vous donner quelques cadeaux, donc j'ai travaillé sur des Looker Studio où vous aurez simplement, je vous donnerai, bon, il faut que je termine de préparer la doc pour que vous puissiez savoir comment rattacher et d'avoir tous les éléments. Mais je vous ai préparé un gabarit sur la performance SEO, où là, vous aurez juste à câbler vos différents éléments. Je vous donne aussi accès à un Looker Studio pour le maillage interne, celui que je vous montrais tout à l'heure, qui mine de rien, nous fait vraiment, en l'occurrence à nous fait gagner vraiment du temps. Et enfin, je sais qu'on me l'a demandé plusieurs fois, notamment la semaine dernière. Donc en même temps, pour les participants de ce webinaire, je vous donnerai accès à un Looker Studio pour suivre au mieux votre performance dans Google Discover. Voilà, vous avez juste à scanner ce QR code et ce QR code vous mènera directement sur ma page LinkedIn. Ajoutez-moi et mettez-moi un message et puis je vous les partagerai. Je pense que je suis peut-être allé plus vite que prévu. Elliot, s'il y a des questions ou si vous voulez qu'on regarde d'autres choses en parallèle, notamment notre outil qui a dû terminer le scrap. Voilà, donc là par exemple, typiquement dans le monde du pneu, il a tourné. Et il m'a sorti en fait quelques données, quelques domaines qui se positionnaient. Donc il me dit où est-ce qu'il allait récupérer. Donc typiquement ce site-là ressortait sur le mot pneu dans le top 100. Et c'est un domaine qui est disponible. Donc j'ai la possibilité d'aller voir à quoi il ressemblait. J'ai la possibilité directement d'aller l'acheter. Et j'ai la possibilité de pouvoir le remonter derrière.
Ça, je me suis absenté le temps de regarder cet outil d'expirer. Ça ressemble un peu à ce que Alloscan propose ou t'es pas sur les mêmes méthodes? Bah, c'est un peu la méthode de Steph. Nous, on a ça chez nous depuis plusieurs années. Et moi, depuis le départ, en fait, je reste persuadé qu'un site qui s'est positionné à l'époque, pour moi, un des meilleurs indicateurs, c'est le positionnement. Et c'est pas l'ETF, ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment le positionnement. C'est pour ça que dès le départ, en fait, notre outil était vraiment câblé sur SEMrush pour remonter dans le passif et de remonter tous les domaines qui se positionnaient en fonction des mots-clés qu'on a été tapés, recherchés via l'outil. Mais c'est un peu la particularité de ce que Steph avait fait, quoi. Ouais, ok. C'était juste dans l'esprit, dans le spirit, c'est effectivement ça. Est-ce que Mélodie, on peut revenir à la première question qui avait été posée par Laszlo? Oui, tout à fait. Attends, je la réaffiche. Donc, bon, alors déjà, plein de gens te remercient, oui, Mitch, pour ta présentation et la qualité de ce que tu as présenté. Je m'excuse, je suis peut-être allé un peu vite aussi c'est pour ça que ça va nous laisser plus de temps pour les questions. Il n'y a pas de souci. Ouais, tu as 5 minutes d'avance sur le timing, donc franchement, c'est cool. En fait, il y avait Laszlo qui demandait comment est-ce que tu prouverais la rédaction humaine, puisque maintenant, il est facile de passer les détecteurs d'IA, donc on parle de contenu IA. Je pense qu'il y avait même OpenAI avait lancé son propre détecteur, il l'a supprimé. T'en as d'autres qui sont revenus dessus aussi. Je crois que Vincent Terrazi avait essayé avec Christian Méline, ils avaient toujours un peu un métro de retard. Moi, je vais compléter cette question. C'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de prouver que c'est un contenu IA? Et puis, qu'est-ce que tu en penses? C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Après, j'ai pas de. En fait, on fait confiance aux gens. Donc nous, nos rédacteurs sont vraiment des rédacteurs qui travaillent au sein de l'agence. Aujourd'hui, on applique des tarifs quand même qui sont élevés pour de la rédaction. Donc, je pars du principe que nos rédacteurs sont quand même des gens responsables. On vérifie quand même. J'ai ma responsable du pôle édito qui va quand même vérifier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas quoi, on justifie pas. En fait, nos clients savent qu'on l'utilise pas, en tout cas pour eux. Après, c'est vrai que on n'a pas d'autres moyens de le prouver si ce n'est que de quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de. Encore une fois, moi, je suis pas du tout contre l'IA. J'insiste là-dessus. Hein. C'est pas parce qu'on n'en fait pas qu'il faut pas en faire. En revanche, nous, on l'utilise pas. En l'occurrence, on l'utilise pas pour les clients. Pour la partie édition, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, on fait de la relecture, on a l'IA parce qu'on est sur des thématiques qui sont relativement simples. Donc, il peut nous arriver de faire un peu du contenu IA avec de la relecture et mais là, encore une fois, c'est des projets internes à la boîte. Donc, là, on n'a pas à se justifier, entre guillemets. Mais c'est vrai que pour nos clients, on a toujours fait en sorte de ne pas faire de contenu IA. En revanche, on a certains clients pour lesquels on décline. On a certains clients qui nous demandent est-ce que vous pouvez nous faire 1200 fiches avec de l'IA et puis derrière, vous êtes là pour. Et on le fait pas. Alors peut-être que c'est une erreur aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas dans notre. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Sans prétention, sans aucune prétention de ma part, mais depuis l'émergence de l'IA, on n'a jamais eu autant de demandes de contenu. Donc ça prouve quand même qu'il y a des clients qui veulent surtout pas en entendre parler. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le petit commerçant qui se lance, ça peut valoir le coup pour faire des fiches produits. Ouais, alors aujourd'hui, il y a de la demande, mais il n'y a pas eu de demande pendant un an, quoi. Le temps que les gens comprennent et voient leur erreur, on a bon eu leur dire. Le temps que ça soit appliqué, même des gros e-commerce ont pourri leur site avec un nom de contenu pas top.
Je vois justement Laszlo qui disait 150 IP pour 1200 sites, donc serveur de Switch. Alors déjà, je reformule, je me suis planté, c'est pas 150, mais c'est 180 IP sur notre outil de génération de sites. Non, c'est pas du haut de Switch, c'est du OVH. C'est OVH derrière, en fait, c'est des VPS. On a plein de VPS avec différentes IP et on a une vraie. C'est quoi? C'est un bordel. On a travaillé dessus, c'est un gros projet qui nous a coûté pas mal de réflexion et d'argent, mais ça a vraiment été construit. Et c'est pas du WordPress, c'est vraiment du site statique. Ok, on a aussi je vais faire un condensé de deux questions de Durf qui te pose donc la question. Donc, c'est à partir de quel stade tu as commencé à mettre en place donc, des outils de dev interne, puisque tu es passé donc, de 1 à 2. Et à partir de quel moment justement tu as décidé? Et aujourd'hui, quelle partie de ton CA tu attribues au développement de ces outils internes? Alors, pour la première question, à partir de quand, je dirais, il y a 4-5 ans, on a commencé vraiment à investir dans cette partie-là. Sur la partie, c'est compliqué de... Alors, j'ai un écho derrière, je sais pas. Oui, j'ai un petit écho ici. Je ne sais pas si c'est... on quantifie. Alors, si j'ai bien compris la question de Fred, c'est est-ce que j'arrive à savoir le chiffre d'affaires que j'arrive à faire grâce à ces outils? C'est ça? Non, quelle partie de ton chiffre d'affaires tu alloues justement à la création d'outils internes? Ouais, c'est variable. En fait, la plupart de nos... Généralement, c'est pas grand-chose parce que maintenant, ça fait des années, en fait, et c'est des petites briques qu'on vient rajouter. Le plus gros, ça a été le générateur de site, entre guillemets, qui lui nous a coûté environ 12 à 15 000 euros. Donc, Okay. En matière de pourcentage, je sais pas. Après, chaque année, on fait des petits, chaque année, on fait des petits ajouts, des petits outils en fonction de ce dont on a besoin, quoi. Mais c'est assez light. Et puis, il y a Wardy qui demandait si j'avais des noms d'outils pour trouver des domaines XP. Il y a Alloscan qui est très bien. Il y a Alloscan qui est très bien. Il y avait PBN Premium à l'époque que j'utilisais aussi beaucoup. Il y a Expire Domain. Donc voilà, après, l'idée, c'est plutôt de vous montrer comment nous, on s'est staffé, structuré pour avoir nos propres outils. Et au départ, en faisant ces slides, je me disais, il aurait presque même fallu que je donne des équivalents, entre guillemets, comme petit outil accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça, sur la partie... alors le Looker Studio, l'avantage que vous aurez accès, c'est que c'est gratuit. Il y a un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir câbler gratuitement. Il suffit d'avoir un accès à Screaming Frog, avoir la version de Screaming Frog payante, mais qui vaut 150 balles, je crois. L'outil qui permet de récupérer toute la data de Discover pour ceux qui font du Discover. De la même manière, c'est un spreadsheet et un Looker Studio, donc ça va être un outil gratuit. En revanche, dès lors où on est plutôt sur du domaine XP, ouais, un PBN Premium est très bien, même s'il y a moins de data dernièrement, il me semble. Mais en fait, il y a Alloscan qui fait très bien le job et qui coûte vraiment pas grand chose, quoi. Et après, pour trouver des domaines XP, moi j'utilise Maxdom aussi, qui est un nouveau service qui vaut pas grand chose non plus. Et c'est à la fois, ils ont la particularité d'avoir un outil qui derrière va suivre les enchères, donc tous les jours. Donc lui, il rapatrie un petit peu tous les domaines qui sont aux enchères. Mais il a aussi, Wardy a développé une petite fonctionnalité qui est assez cool, qui est un annuaire qui va vous donner en fait des domaines expirés dans les thématiques. Et c'est vraiment, je voulais pas trop en parler parce que pour le moment, moi, ça fait très longtemps que je l'utilise, mais en blague à part, mais c'est un super outil qui coûte pas grand chose, quoi, et qui vaut vraiment le coup. Mais après, on a la chance d'avoir une très bonne communauté qui est quand même assez active et qui lance des petits outils
assez performant justement pour aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des outils maison. Et aujourd'hui, moi, j'ai commencé aussi comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils qu'on utilisait, qu'on payait au départ, qui nous ont permis de… Et puis après, nos besoins étaient tellement importants qu'il a fallu qu'on s'équipe d'outils un peu plus puissants et plus adaptés exactement à ce que l'on voulait, quoi. Mais il y a plein de solutions aujourd'hui qui permettent d'être efficaces. Ok, c'est intéressant parce qu'en fait, on a des problématiques des fois similaires. On était 2 à la base, on est passé nous à 20 personnes et c'est vrai que tout ce qui est automatisation ou utilisation d'outils internes. Aujourd'hui, tu as une équipe de dev, toi? Non, alors c'est plutôt des free. C'est plutôt des free avec qui on travaille depuis très longtemps, qui ont une sensibilité au SEO. Donc on n'a pas de développeurs en interne, mais on a quand même un profil qui est assez technique chez nous, donc qui peut nous aider mais c'est vrai que dès lors où on fait un projet comme ça, on passe souvent par des free, mais avec lesquels on a l'habitude de travailler depuis 5, 7, 8 ans. Donc assez sensible, pas du tout des SEO, mais qui ont quand même cette sensibilité au SEO. Donc on se comprend bien quand on se parle. Et nous permettre d'avoir des outils assez efficaces. Et là, donc, du coup, sur l'équipe, vous êtes 11. Ouais. Et est-ce que tu as dû modifier des process que tu avais pensé qui marchaient à 5, mais qui, du coup, ne marchent plus forcément à 10 et qui ne marcheront peut-être pas à 20, en fait? Ouais, bah ça, alors, à 20, je ne sais pas. À 20, je ne sais pas. Oui, en tout cas, il y a des… On a fait évoluer certains de nos process, c'est-à-dire qu'on les a toujours un petit peu enrichis. Au départ, on avait des documents assez simples avec des checks assez simples, et puis au fur et à mesure, en fait, l'exigence à la fois de nos clients et l'exigence qu'on avait envers nous-mêmes nous a permis en fait de faire grossir. Après, la chance que j'ai aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup de mes collaborateurs sont présents au sein de la boîte depuis maintenant plusieurs années. Donc, on a vraiment pu apprendre à travailler ensemble. Ils ont souvent régulièrement aussi des idées pertinentes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, en disant qu'il faut aussi être capable d'être à l'écoute de ses collaborateurs, parce qu'en fait, c'est la connexion de différents cerveaux en fait qui permet d'être plus efficace. Donc voilà, mais ça évolue en fait un petit peu au fur et à mesure. Automatiquement, plus on est nombreux. L'avantage que l'on a, c'est qu'on a pu scinder ça en plusieurs pôles, avec un responsable par pôle qui, lui, du coup, a entre guillemets de l'expérience, de l'expertise et arrive, c'est à peu près aussi la direction que l'on veut prendre. Et puis, au fur et à mesure, on fait évoluer ça. Donc, dès que quelqu'un rentre dans un pôle, il est un peu déjà dans un élément qui est formaté, entre guillemets, et derrière, ça lui permet de rentrer plus rapidement. Là, j'ai quelqu'un qui est chez nous depuis 2 ans, sans prétention. Je pense qu'il a appris très rapidement, mais parce qu'on est une bonne, c'est ce que je disais aussi à mes collaborateurs, je pense c'est qu'on est une bonne petite école pour apprendre, parce que justement, on n'est pas voilà, on essaye d'avoir des idées de chacun, on n'est pas arrêté en disant non, il n'y a que moi qui ai raison, donc on est ouvert d'esprit, et du coup, ça permet vraiment de faire grandir. On a une autre question aussi de Cédric Girard. Donc, est-ce que tu as développé des outils pour automatiser l'analyse technique en amont des projets SEO sur du long terme pour les clients, typiquement les audits techniques? Non, mais ça fait partie des choses qu'on voudrait mettre en place. Un projet, ok. Et puis, je vais avoir une petite dernière question de Laszlo. Alors, j'espère qu'on le prononce bien. Sur ton PBN, est-ce que les sites sont liés les uns aux autres ou est-ce que tu cloisonnes ou est-ce qu'il y a un mix? Ouais, on cloisonne globalement. Il peut y avoir un petit mix, mais globalement, on cloisonne. Ok, très bien. Du coup, Elliot, je ne sais pas si toi tu as récupéré, si tu avais quelques questions ou pas. Pas de questions de mon côté. Je débrouillais très bien avec les questions que tu as en ligne. Donc, Mitch répondait aussi. Je vous ai laissé échanger. Pas de problème. Juste un petit complément.
Il y a un service qui s'appelle Domain Nation qui est complémentaire aussi sur du PBL, qui a un peu un autre fonctionnement, mais il n'a pas été cité, donc je l'ajoute. Ouais. Mais il y en a certainement plein d'autres qu'on a oubliés. Hein. Ouais, il y en a plein, ouais, forcément. Ouais. Ok. En tout Bon, cas, j'espère que en tout cas j'ai répondu à tout et que ça a plu. en tout cas, moi, c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié puisque j'ai reconnu des étapes de croissance que l'on a pu vivre aussi. Donc, c'est vrai que c'est toujours agréable de voir les expériences de chacun et d'apprendre de comment a été mis en place certaines choses. Ça nous donne des idées pour continuer à améliorer, continuer à grandir tout en automatisant un maximum de choses. C'est ça. En tout cas, il y a plein de messages de félicitations et de remerciements dans le chat et sur Twitter, ça fuse déjà pour te dire que ta conf était top. Bon, super. Et merci à vous en tout cas. Merci pour l'invite. Et merci bonne beaucoup. Continuation à vous deux. Et puis à Sylvain qui arrive derrière. À bientôt. Pas de souci. Ciao, Mickaël, merci. Ciao.